Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Regard Social sur Equinox Télévision. Les maladies qui perturbent la vue sont multiples, mais avec des causes différentes. Elles n'épargnent personne, voyez-vous, de nouveau-nés aux adultes en passant par des adolescents. Ce soir, plusieurs cas sont sur le plateau de Regard Social pour des éventuelles pistes de solutions. Mais avec notamment le concours de nos experts qui seront là en seconde partie, vous aurez sans doute quelques éléments de réponse à toutes les questions qui seront également posés sur ce plateau à partir des cas enregistrés. Et là, ce soir, ce rendez-vous de tous les jeudis soirs vous donne également la possibilité de découvrir les différents cas. Vous aurez aussi la possibilité également d'accompagner ces personnes qui sont venues vous tendre la main, comme c'est généralement le cas à Regard Social. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Pour ce soir, ils sont nombreux, avec des cas différents et des causes différentes également pour chaque cas. Maurice Tendenou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Flavien Dongo. Bonsoir également aux uns et aux autres et à tous les téléspectateurs. Vous êtes étudiant doctorant, vous avez 37 ans, c'est votre âge, et aujourd'hui vous êtes malade depuis à peine 2 ans, simplement. Je voudrais corriger si vous permettez. Je suis malade depuis près de 6 ans. Près de 6 ans. 6 ans. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu une phase antécédente qui n'a pas été bien cernée. Mais c'est depuis 6 ans que je suis malvoyant. D'accord. Depuis 6 ans, vous êtes malvoyant. Vous êtes venu à Regard Social pour expliquer, pour chercher à comprendre ce qui vous dérange véritablement. Même s'il y a déjà eu des opérations qui ont été menées pour essayer de trouver la solution à votre pathologie. Mais on veut savoir également comment est-ce que cela est arrivé. Mais avant de vous donner la parole pour la suite, je voudrais également accueillir sur ce plateau d'autres invités. Mbombo Ngomapan, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, vous êtes parti des ECA pour ici. Oui. Puisque vous avez également votre petit-fils qui est malade. Il est malade, inné. Il est malade, inné. Voilà. Aveugle, inné. Il est né avec ça. Il est né avec ça. Oui, aujourd'hui il est âgé de 10 ans. Il a 10 ans. Ses parents sont décédés. Il est orphelin. Ses parents sont décédés, c'est moi qui l'ai. Des pères et des mères, ça il faut le rappeler. Voilà. Il s'appelle Albert Patrick Legrand. Kanakana. Voilà. Quand j'avais un peu de force, je me débrouillais à le garder jusqu'à cet âge-là. Maintenant, je suis très fatiguée. Oui. J'ai même la tension, je n'ai pas l'argent, je n'ai personne, je n'ai pas de maison, même l'argent pour les nourrir. Il y a même une école qu'on a ouverte là-bas à Ezeka, au groupe 1, école annexe. Je l'ai mis là-bas. Chaque matin, je dois payer la moto pour l'amener à l'école. 7 500 par mois, aller et retour. Chaque mois, je donne 7 500 au mototaximan. Il l'amène à l'école, il le ramène à la maison à 14 h. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer ce qui lui est arrivé et comment est-ce qu'il est né. Tout à l'heure, le temps d'accueillir également Biabi Chaveli. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien. Vous êtes la maman de Adriano, qui est âgé de 4 ans. Un petit garçon intelligent, puisqu'il vous parle depuis pratiquement l'âge d'1 an et 2. Aujourd'hui, il veut aller à l'école, dit-il. Il chante pratiquement ce refrain. Oui. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il est né, il voyait, il a juste eu un palu. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai constaté qu'il ne voyait pas. Il est né normalement? Il est né normalement. Il est né, il voyait très bien. Il est bien né. Il voyait très très bien. Mais dès qu'il a eu ce palu, quand on l'a hospitalisé, après son hospitalisation, nous sommes rentrés à la maison. C'est là où on constate qu'il ne voit plus. Oui, et c'est à l'âge de 2 ans que tout cela arrive. Oui. D'accord. Merci d'être venu également ce soir. Et Sommet Raphaël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes âgé de 31 ans. Et à peine vous commencez la vie professionnelle que vous tombez malade. Vous perdez la vie. Oui. Cela a été très dur pour moi.
Ça a été très dur pour moi. Ma présence ce soir ici, c'est grâce à mes anciens camarades de classe du collège Saint-Laurent, d'Obassi 3. Donc c'est grâce à leur forte mobilisation que je me retrouve ici aujourd'hui. Oui. Et vous en proposez de venir à Regard Social Oui. parce que après avoir passé plusieurs années sans solution à votre Sans problème. solution. 6 ans. 6 ans. 6 ans déjà. Oui. Oui, 6 ans sans solution. Et je suis tombé aveugle à moins de 24 heures. Sans crier garde. Je n'avais pas mal, rien. Donc ça avait tous les parcours que la grande famille a essayé de faire. Hôpital, église traditionnelle. Bon. Un beau jour, j'ai retrouvé 8%. Depuis ce jour, j'étais content que la vision devait avancer. Mais depuis ce jour, c'est calé. Donc en moins d'1 an, j'ai retrouvé 8%. Bon, depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, ça n'a plus avancé. Vous êtes malvoyant parce que vous avez quand même des bribes d'image que vous apercevez. Oui, quand quelque chose est positionné devant moi, Oui. si je fixe, je ne peux pas voir. Bon, il faut que la chose fasse des Bouge, mouvements. oui. Oui, pour que je sache que quelque chose se déplace devant moi. Parce que même quand je suis en route, bon, quand une personne avance, je vois l'ombre venir devant moi. Mais plus avant, je n'avais pas ça. Donc avant qu'il y ait la lumière ou pas, ce n'était pas mon problème. C'était le noir total. Oui, c'était le noir total. C'est depuis ce jour-là, on a essayé de faire. Bon, c'est grâce à la grande famille, mes anciens camarades de classe que je me trouve ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps, du moment où vous, après le constat qui a été fait par vous-même d'abord, et en plus vous êtes allé à l'hôpital, vous avez rencontré les praticiens, vous avez rencontré les médecins, il n'y a pas eu évolution, mais subitement, il y a quand même eu amélioration quand vous avez pratiquement laissé de prendre les médicaments. Ouais. Bon. Quand cela m'est arrivé, la famille a essayé d'aller de gauche à droite. Bon, on a commencé l'hôpital. Après l'hôpital, église. Parce que pour les hôpitaux, j'ai fait Acha, j'ai fait bingo de Bamenda. Ouais. Bon, j'ai fait bingo. J'ai fait bingo de Mbopi. J'ai fait bingo du sud-ouest. Bingo du nord-ouest. J'ai fait Fumban. J'ai fait l'hôpital des Chinois ici dans la Bonabéry. J'ai fait Acha. Oh. Durant tous ces parcours-là, je n'ai rien eu comme solution. Bon, c'est un beau jour, quand je me réveille le matin, je constate que la lumière, je constate qu'il y a la lumière. C'est là où je demande à ma mère, l'ampoule a la lumière, elle me dit oui. Je dis éteignez voir. Quand on éteint ici dans le noir, et quand on allume, je vois l'éclair, un peu l'éclair. C'est là où je dis à la maman que la vision est en train de revenir. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pu retrouver la vision. Bon, ça n'a pu continuer. C'est quand je suis à l'hôpital, on a regardé. Le docteur qui m'a consulté m'a fait comprendre que j'ai retrouvé 8%. Et que la tension de mes yeux est normale. Bon, il ne voit pas pourquoi la vision n'avance pas. Je lui ai posé la question, mais quand les yeux sont malades, la tension est à combien? Il me dit la tension est à 23 quand les yeux sont malades. Mais qu'actuellement, je suis à 8. Alors, est-ce qu'il vous a rassuré qu'il est possible de trouver la solution totale à votre problème, à votre mal? Parce que quand j'ai commencé à bingo de Mbopi, le docteur ne faisait que me renvoyer à me donner les colis, C'est après ça, il s'est allé faire le scanner, parce qu'eux ils disaient que les nerfs optiques étaient touchés. Quand il s'est allé faire le scanner a montré que les nerfs optiques n'étaient pas touchés. Bon. Après ça, jusque-là, ça n'avançait pas. Oui. Alors, il est question de trouver des spécialistes plus aguerris
pour certainement trouver la solution à votre problème. Oui. Voilà. Dans mes dernières consultations, j'ai eu un docteur m'a dit, bon, il y a une possibilité. Donc, il y a une possibilité que je retrouve la raison. Bon, c'est depuis ce jour. Bon. Je sais, quand il m'a dit ça, ça m'a un peu mis la joie dans le cœur. Peut-être que je peux aussi retrouver parce que c'est depuis le 25, depuis le 26 janvier 2015. Donc, que j'ai vu la lumière du jour. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus revu la lumière du jour. Donc pour moi, c'est comme si le monde était en envers. Alors pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital pour trouver la solution, puisqu'on vous a dit qu'il est possible de retrouver la vue? Il faut quoi? Juste, il y a faute de moyens. Parce que, bon, la grande famille s'est mobilisée. Et bien après, la famille ne pouvait plus. D'accord. Alors, c'est une question de moyens en ce moment. Oui, il faut des moyens pour vous accompagner dans la prise en charge. Oui, il faut les moyens. D'accord. Alors, Maurice, vous êtes, comme je l'ai dit, malade depuis, vous avez également rappelé, tout en corrigeant qu'il s'agit de plusieurs années, pratiquement 6 ans que vous êtes malade, aujourd'hui ou 5 ans de toute façon. Mais seulement, comment est-ce que votre mal a commencé? Je vous prie d'abord d'être un peu indulgent à ma voix qui est un peu de mauvaise qualité à cause de la tumeur que je porte dans la narine. D'accord, on comprend bien sûr. Ok. Donc, en réalité, mon problème se décrit en 2 phases. La première phase débute autour des années 2000 jusqu'en 2014. Et c'est la phase pendant laquelle il me semble qu'on n'avait pas vraiment touché le problème. De temps en temps, je faisais, puisque l'œil droit, l'œil gauche, autant pour moi, est enflé autour des années 2002-2003. Bon, ça m'a fait tout le temps aller vers les ophtalmologues sans succès. Et pourtant, les deux se voyaient très bien. C'est dans 2014 que le problème est dépisté et on parle d'une sinusite osseuse. Bon, la sinusite osseuse, dit-on. Oui. Une sinusite, dit-on, très rare. On parle de sinusite osseuse. Les médecins de l'hôpital Tchad de Bafoussam m'envoient faire le scanner recommandé à l'hôpital régional de Bamenda. J'y vais, je reviens, on dépiste on me conduit à nouveau à l'hôpital Bengo. J'y vais et on dépiste donc que je porte une sinusite osseuse. Une des variantes très rares de la sinusite. Bon, et que la solution ne pouvait se régler, ne pouvait passer que par l'opération. Je demande au médecin, est-ce que le temps peut être un problème? Il me dit pas du tout, mais le mieux est de revenir le plus tôt possible. Je lui demande si un an est acceptable. Il me dit, pas de souci. Mais, chose curieuse, je reviens 3 mois après, alors que l'œil droit, qui n'avait aucun problème, ni visible, ni intérieur, a lâché. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Vous perdez la vue? Je perds la vue d'abord du côté droit. Oui. Alors que l'œil droit, visiblement, n'a aucun problème. Le problème survient à la suite des céphalées très violentes. Autour d'une semaine, je perds la vue donc, du côté droit. Bon, l'œil gauche voyait et je continue à m'en sortir avec l'œil gauche, mais l'acuité même de l'œil gauche baisse. Je vais donc à la hâte, à l'hôpital, je retrouve le médecin. Lui d'abord, il est surpris que les choses soient passées de cette façon-là. Bon, l'opération est programmée et exécutée. L'opération, je peux dire que ça n'a pas été totalement un succès parce que... Alors, quand vous parlez d'opération, le médecin dit qu'il opère quoi et pourquoi? Il opère la narine pour extraire l'os qui s'est installé de manière miraculeuse. Et c'est cet os qui, dit-on,
entre sous l'œil gauche et le soulève. Et dit donc qu'en opérant, en enlevant l'os, tout rentrera à la normale. Bon, on l'opère. L'opération d'abord m'inquiète parce que le temps prévu pour passer au bloc, pour séjourner au bloc, elle est largement dépassée. Bon, mais de rien, je sors du bloc et bon, l'opération a été, à mon sens, environ à 70% réussite. Malheureusement, l'acuité de l'œil gauche qui avait baissé ne revient pas. Et l'œil gauche qui s'est obscurci ne revient non plus. Bon, les problèmes commencent donc à s'aggraver à ce moment-là. Les deux, maintenant, les deux yeux, vous ne voyez plus partie de vos deux yeux. Du côté droit, je vois pratiquement rien. Mais du côté gauche, je vois un tout petit peu. À cette période-là? Aujourd'hui. Un élément à mentionner est que depuis 2015, date de la perte de l'œil gauche, de l'œil droit et de l'acuité de l'œil gauche, ma vue ne fait que décroître. Bon, je ne fais qu'aller vers le médecin ophtalmologue, mais ma vue ne fait que décroître. Alors, après dans l'opération, on essaie de ressusciter la vue sans succès, puisque je fais plusieurs rendez-vous auprès du service de l'ophtalmologie de l'hôpital de Bigo. Et après, ils me disent là-bas que le problème est plus important qu'ils le pensaient, qu'ils vont me transférer à l'hôpital Bigo, à l'hôpital Baptiste de Banso, dans je crois Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Vous voyez? Aujourd'hui, comme yeux, vous ne voyez pratiquement pas. Comme je vous ai dit tantôt, l'œil droit ne revient plus jusqu'aujourd'hui. L'œil gauche voit, mais malgré les deux opérations qu'elle a subies à la tête, l'œil gauche ne fait que perdre de son acuité. Donc je vois de moins en moins depuis 6 ans, bon 5 ans disons. Alors, vous êtes doctorant et aujourd'hui, il est impossible pour vous de continuer avec vos recherches parce que difficile pour vous de voir, vous ne voyez pratiquement pas. Et c'est un véritable problème, sans moyen également pour votre prise en charge. Ça moi d'autant plus que au problème principal qui est la vue, j'ai d'autres problèmes de santé, notamment, je vous ai mentionné que la tête a été opérée par 2 fois. Bon, la première fois, je vous ai dit, je parlais de la sinusite osseuse. Par la suite, le diagnostic a parlé des tumeurs dans la tête et une tumeur nasale. On a enlevé toute cette tumeur. Après l'analyse, on s'est dit que ça pouvait plus revenir, mais ça récidive. Donc tout cela complique la vue. D'accord. Si vous permettez une petite seconde, la vue va s'aggravant d'autant plus que depuis un moment, je convulse. J'ai un palud cérébral, c'est ce qu'on me dit. Et convulse. Quand je fais la convulsion, ça accélère le processus. Oui. Donc difficile justement de vivre avec ces multiples maladies. Très vous difficile. avez aujourd'hui plusieurs maladies à côté de ce que vous avez au niveau de vos yeux. Il y a d'autres pathologies qui se sont greffées. Et là, avec cette convulsion dont vous êtes victime, vous faites l'objet chaque fois, ça complique davantage la situation. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons davantage écouter les uns les autres. Et Mbombo, oui, vous dites votre petit-fils est né normalement. Non. Je veux dire, il naît et il ne voit pas depuis la naissance. Depuis la Donc naissance. il est né aveugle depuis la naissance. Voilà. Et on constate justement Je que... l'ai amené à Bingo Baptiste. Oui. On l'a opéré là-bas 2 fois. À quel moment vous avez fait le constat qu'il ne voyait pas? Dès la naissance. Oui. Est-ce que les premiers jours, on ne peut pas savoir si l'enfant voit Parce quand même? que le blanc de lait, je ne voyais même pas le blanc, son blanc de lait. Oui. Quand je ne voyais pas son blanc de lait, en ce temps-là que sa maman était encore vivant, nouvellement accouchée. Nous sommes partis à Bingo Baptiste, nous deux, sa maman et moi. Là-bas, ils ont fait le constat là-bas. Comme moi, je ne connais rien là, ils m'ont dit qu'on doit l'opérer. On l'a opéré là-bas à Bingo Baptiste 2 fois. Nous sommes revenus à la maison.
Quand nous sommes revenus à la maison, sa maman a commencé à être malade. Elle a perdu, elle est morte. Je suis restée seule. J'ai commencé alors à nourrir l'enfant, le biberon. Regarde-moi qui prépare le biberon à cet âge-là. L'argent pour amener encore l'enfant à l'hôpital, je n'avais plus. J'ai continué le biberon. Après même 6 ans, les docteurs des yeux sont venus là-bas à l'hôpital du district de Zeka. Je l'ai amené encore là-bas à l'hôpital. On a examiné. Le docteur là m'a dit que son iris est foutu. Ça ne peut plus fonctionner. Je l'ai amené encore à la maison. J'ai continué toujours à lui donner les colliers comme le prescrivait. Je mettais les colliers là. Là, les 2 yeux là, il y a un œil qui est un peu gros, il est sorti. L'autre est petit. Je l'ai amené encore à la caisse à Yaoundé. La caisse me dit que maman, il faut seulement acheter les colis. J'achète les colis. Là où il est là maintenant, quelquefois, il reste même, il ne voit pas. Rien depuis la naissance. Après quelques moments, un œil là, ça lui fait mal. Même quand je mets les colis, ça lui fait mal. Moi aussi, docteur, je suis restée, comme je suis vieille, je n'ai rien, je suis restée comme ça. Je sais seulement son pain quotidien. Mais vous avez réussi à lui trouver une école, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, là, à Ezeka. Oui. Et là, il apprend le braille. Oralement. Oui, oralement. Donc, oralement. Oui, il n'écrit pas. Il n'écrit pas. Mais tout ce qu'on lui demande oralement, il répond ça bien vite. On lui a donné ce nom parfait à l'école. Parfait. C'est le petit nom. Ok. Le grand. Bonsoir, ça va? Ok. Allez, il est question de lui trouver un moyen, comment il peut évoluer, malgré ce handicap, mais évoluer quand même dans la société. Et raison pour laquelle vous lui avez trouvé une école spécialisée. Et il est question qu'il apprenne également à utiliser le braille aussi, à écrire. Il n'écrit pas. Oui, il faut apprendre ça également. Parce qu'il ne va pas tout retenir. Ces maîtres m'ont dit qu'ils vont envoyer les choses qu'il peut écrire avec ça. Oui. Les machines. On lui a donné une canne. Il marche comme ça avec ça. D'accord. Merci également d'être venu sur ce plateau. Il y a aussi Chaveline. Vous avez votre fils, vous avez dit 2 ans après sa naissance, il perd la vue également à la suite d'un palu qui l'a secoué un moment. Oui, effectivement. Oui, c'était le palu. Je l'ai hospitalisé à l'hôpital des Sœurs. On l'a hospitalisé à l'hôpital des Sœurs. Mais qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Est-ce qu'il est possible de pouvoir rattraper ce qui a été détruit? À l'hôpital, quand je l'ai amené à Acha pour ses yeux, on ne m'a rien dit, on ne m'a pas dit la pathologie dont il souffre. On me donnait seulement les colis, j'achetais. On me donnait, à la dernière minute, on m'a donné les colis et la pommade ophtalmique que je le bêtais. On ne m'a jamais dit la pathologie dont il souffre. Et là-bas, j'ai essayé d'entrer dans j'ai essayé de voir un docteur. Je lui ai demandé que depuis vous me prescrivez des colis, je ne sais pas de quoi mon enfant souffre. Essayez un peu de me dire de quoi il souffre. Quand il prend le carnet, il me dit que grâce au palu qu'il a eu, les nerfs optiques sont abîmés et il a les cicatrices dans les 2 yeux. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il a abîmé, c'est dit qu'on ne peut plus rien faire ou alors qu'il y a une possibilité? C'est tout. Quand il m'a dit ça, il m'a remis le carnet. Il m'a dit d'aller remettre le carnet à la caisse. Donc, il n'a plus continué. Oui, et vous n'êtes plus allé ailleurs chercher? Oui, je suis plus allé ailleurs. Je suis une fois rentrée à la maison. Et aujourd'hui, vous vivez avec lui. Chaque jour, il vous dit qu'il veut aller à l'école. Oui. Comment est-ce qu'il fait à la maison? À la maison, déjà, à la maison, il connaît partout à la maison. Il marche
vers le mur, en touchant le mur. Il marche, il connaît la route pour aller chez son grand-père, pour entrer dans la chambre. S'il veut quelque chose, il tâte jusqu'à ce qu'il trouve. C'est comme ça qu'il fait. Vous parlez souvent avec lui, qu'est-ce qu'il vous raconte? Je parle souvent avec lui, il ne mange pas seul, je le nourris. Je lui donne à manger. Quand il parle, je parle avec lui, il me dit qu'il va aller à l'école. Il va aller à l'école cette année. Il va aller à l'école. Parfois, il me dit, il ne voit pas. Il ne voit pas. Parfois, je lui dis que Dieu va t'aider, tu vas voir. Il me dit Amen. C'est tout ce qu'il me dit. Il est intelligent. Oui. Oui. S'il parle aux adultes, il reconnaît les voix des personnes qui sont autour de lui. Oui. Il reconnaît les voix, il connaît les voix de tout le monde, puisqu'il voyait avant, avant d'être comme ça. Il voyait avant. Donc, si quelqu'un qu'il connaît, il parle, il connaît. Il va directement lui donner le nom de la personne qui parle. C'est votre premier et unique enfant? Oui. Et quand vous le voyez dans cet état, vous dites quoi? Quand je le vois dans cet état, vu que je suis là, je ne fais rien, je ne travaille même pas, ça me démoralise parfois. Je suis même souvent stressée, je réfléchis. Parfois j'ai les insomnies, je réfléchis comment je vais faire. Il faut qu'il doit aller à l'hôpital, il doit manger, il doit ceci, il doit aller à l'école, tout ça pour moi seul. Donc, parfois j'ai même souvent les insomnies et je stresse même. Je stresse beaucoup. Il y a même souvent mes voisines qui me disent, tu te réveilles tard. Parce que je me réveille souvent à 10h, ils me disent, tu te réveilles tard. Je leur dis, je regarde souvent la télé toute la nuit. Voilà pourquoi le matin, je dors. Ils ne savent pas que j'ai des insomnies, je suis en train de réfléchir, tout ça. Tout passe dans ma tête. D'accord. Alors, Jackie Meko nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, M. Favan Dongo. Vous êtes âgé de 25 ans. Vous êtes dans le processus de réhabilitation également, c'est ce que j'ai appris. Et c'est à la suite d'un accident de la circulation que vous perdez la vue. Oui. Comment ça s'est passé? Ce fut le 5 mars, en soirée. C'était à kilomètre 5. J'étais sur une moto. Et puis la moto a fait l'accident. 3 jours plus tard, je me suis réveillée à l'hôpital à Quintine de Douala. Lorsque j'ai pris conscience, je me suis rendu compte que j'étais dans le noir. Je touchais mes yeux, je voyais les bandes, je ressentais les bandeaux sur mes yeux, les bandes qui étaient sur mes yeux, je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'étais à la limite même, j'étais traumatisée. Et puis il y a ma famille qui était à côté de moi, qui essayait de me consoler, qui pleurait, qui m'expliquait que j'ai eu un accident. C'est pourquoi je me suis retrouvée ainsi à l'hôpital et que j'avais perdu la vue suite à cet accident. J'avais passé 2 mois à l'hôpital, la Quintine de Douala, accompagnée d'un médecin. On m'avait opéré. On m'a opéré, on m'avait fait 2 opérations, l'opération des yeux et aussi de la mâchoire parce que j'avais une fracture de la mâchoire. Mais suite à cette opération, les médecins ont fait comprendre que j'avais perdu la vue. Les psychologues étaient auprès de moi. Les ophtalmologues ont dit qu'il fallait que maintenant que je sois forte et que j'essaie d'apprendre, j'apprenne le braille, que j'apprends le braille, l'informatique, je fasse la réhabilitation et l'orientation pour essayer de me relancer. Et puis avec tout cela, il y a eu beaucoup de difficultés parce que pendant tout le temps que j'avais passé à l'hôpital à Quintine de Douala, la famille m'a fait des prêts pour pouvoir subvenir à ma santé, mon intervention, afin que je puisse être en vie. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai essayé de commencer la formation en braille, mais à cause des moyens, cela devient un peu difficile. Il est difficile pour moi de pouvoir mener cette formation à bout, parce que vraiment, la famille est déjà... Avec toutes les dépenses qu'ils ont fait, il n'y a vraiment plus de moyens. Ils ne savaient plus comment faire comment faire afin que je puisse m'en sortir, afin que je puisse mener à bout ma formation de réhabilitation, informatique braille et orientation. Ils ne savent plus comment faire.
Et avec tout ça, tous les jours, ça me stresse. Il y a des moments, je reste comme ça, je pleure même sur place. Mais j'essaie de me lever, me dire que ça va aller. Mais quand je vois encore la difficulté devant moi, face à moi, ça me fait perdre espoir. Alors, avant l'accident, vous faisiez quoi? Avant l'accident, j'étais étudiante. Je faisais la licence en imagerie médicale. Oui. Donc, et je quittais kilomètre 5 pour partir à l'école à ESG. C'est comme ça que j'ai eu l'accident. Et le Ben Sikino était décédé. Je me suis retrouvée ainsi. J'ai eu un traumatisme facial et je me suis retrouvée maintenant ainsi. Donc, vous n'avez pas pu obtenir votre licence? Oui, je n'avais pas pu obtenir ma licence. Je n'avais pas fini l'année. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez... Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je me retrouve aveugle. Oui. Et là, c'est une nouvelle vie. Il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir vivre avec, selon ce que les médecins vous ont dit. Oui. Et la raison pour laquelle vous êtes en formation en ce moment. Et une formation qui se déroule difficilement parce que vous n'avez pas de moyens. Oui, une formation qui se déroule très difficilement. J'ai commencé la formation dans un centre de la place auquel ils ont demandé 750 000. La famille s'est battue à pouvoir avancer 100 000. Mais jusqu'ici, c'est vraiment difficile. Et je vais aussi remercier le chef, pardon, je vais remercier le maire de Douala 5e parce que hier, il m'a offert un ordinateur portable pour pouvoir m'aider à me réhabiliter en informatique. Aussi, je vais dire un merci au chef du centre social de Douala 5e parce que depuis le début, quand je suis sortie de l'hôpital à Kentini, ils m'ont aidé à faire une carte d'invalidité et aussi à me, psychologiquement parlant, ils m'ont beaucoup remonté à ce que je puisse me relever. Je veux aussi dire merci à ma famille qui tous les jours m'accompagne dans cette situation, qui essaye de me soutenir, ne serait-ce que moralement. Ok, alors pour l'instant, il est question de trouver un peu de moyens pour achever la pension pour votre formation. Oui. Ça, il faut le rappeler. Oui. Merci également d'être venu sur ce plateau. Vous comprenez bien qu'il s'agit de plusieurs cas différents. Je veux dire, des causes sont différentes, avec des cas multiples aussi. Maurice qui a 100 cas et avec plusieurs autres pathologies qui accompagnent sa vue qui a été perturbée à cause également d'autres pathologies. Il y a également notre ami Adriano qui est âgé de 4 ans. Aujourd'hui, devenu malvoyant à 2 ans après sa naissance. Et il voudrait à tout prix aller à l'école. Hyper intelligent parce qu'il discute bien avec sa maman, ses parents. Donc, son père est où? Son père, je ne sais pas là où son père il est. Il n'appelle pas, il ne fait pas signe de vie. Je ne connais pas là où il est. Alors, il a disparu à quel moment? L'enfant voyait encore ou alors quand il a perdu la vue? Quand il a perdu la vue. Quand il a perdu la vue, c'est là où ça fait pratiquement 1 an que je ne connais plus là où il est. Il ne fait même plus signe de vie. D'accord. Alors, Bombo, merci d'être venu. On va trouver la solution à votre problème. Vous êtes venu avec Albert Patrick Legrand, qui est avec nous ce soir. Et là, on lui trouvera une école spécialisée, aussi le matériel pour sa réinsertion. Merci d'être venu. Vous allez retourner à Ezeka demain? D'accord. Merci d'être venu. Merci également à vous, Jackie, et également à Maurice, et bien entendu Raphaël qui était déjà sur ce plateau, qui est parti. Je voudrais vous inviter à vivre un peu le quotidien de quelques cas que nous avons rencontrés au cours de nos enquêtes. Voyez-vous, ce sont des personnes qui sont dans des familles à faible revenu et c'est justement à cause de ces moyens réduits qu'ils sont dans ces situations, peut-être parce qu'ils n'ont pas été pris en charge un peu tôt. Et nous allons vivre l'ambiance dans ces différentes familles et juste après, nous allons accueillir les experts. Vous êtes sur Regard Social. Tous.
Nous sommes au quartier Nkomondo, l'un des célèbres quartiers de la capitale économique du Cameroun. Celui qui s'est distrait avec son frère aîné se prénomme Adriano. Il est âgé de 4 ans. Ce tout petit qui dégage la vie a des yeux ouverts, mais il ne voit pas. Adriano ne voit pas. Il a mal les yeux. Il est parti à l'école cette année. Conscient de ce que ses yeux ouverts ne servent pas à grand-chose, le petit Adriano, né en 2016, a pu voir jusqu'à l'âge de 2 ans. Et c'est en 2008 qu'il perd la vue. L'enfant Adriano est bien né. Il était un enfant bien portant. Il marchait avec tous les enfants, il jouait bien. À l'âge de 2 ans, il a eu une crise. Après, on a découvert que c'était le palu. On est parti à l'hôpital, on a traité le palu. Bon, le palu a fait 3 jours là, ça a baissé. Le 4e jour, le palu reprend. Quand le palu reprend, il commence à faire une crise de... comme quelqu'un qui avait l'épilepsie. Donc il bougeait là. Il convulsait, voilà. Il convulsait. Après, on amène à l'hôpital chez les sœurs. Bon, les sœurs ont un peu stabilisé. Le palu l'a fait plus d'une semaine là-bas à Neubel. On rentre avec lui à la maison. Comme ses yeux sont toujours blancs comme cela, donc ça n'a pas changé. Nous, on n'a même pas constaté, on n'a pas pu constater qu'il ne voyait plus. C'est quand il voulait prendre le virage, il tombe, il commence à tomber. On constate que l'enfant ne voit plus. Parce qu'il n'a pas eu des séquelles que les yeux se sont fermés, même pas les yeux, rien. Comme vous voyez ses yeux, c'est comme ça que ses yeux sont toujours. Adriano, qui ne cesse de séduire ses parents, de par sa bravoure et son intelligence, parce que se déplaçant parfois seul, a fait l'objet de plusieurs consultations qui n'ont pas révélé les vraies causes de son mal. Il est toujours normal comme d'habitude. Il est égayé, il joue avec tout le monde, il reconnaît les gens. Même quand il te touche là, il reconnaît que la main, c'est la main d'un vieux, c'est la main d'un petit enfant. Il reconnaît même les gens par la voix. Il sait que la voix, si c'est tel. Puis il voyait, il comprenait tout ça. Quand tu parles, même dit que hey, c'est toi, oh c'est toi. Il connaît tout le chemin, de devant, derrière. Il connaît que là-bas, c'est un trou, on ne doit pas mettre le pied. Son grand-père ne cesse de lui manifester son amour. Le papy se souvient que son petit-fils est né normalement et qu'il est le fruit d'un amour consommé entre sa fille et son amant. Un amant qui, malgré ses efforts, a fini par se lasser et a fondu dans la nature. Elle vivait avec un homme, elle a conçu, elle est venue ici en rousse. Elle m'a présenté un monsieur, que c'est le monsieur qui a fait le travail. J'ai pris le monsieur comme mes 2 enfants. Après l'accouchement, l'enfant était bien. L'enfant n'avait pas de problème. Elle a très bien accouché. L'enfant est tombé malade. On a mené l'enfant à l'hôpital. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Après, l'enfant est sorti de l'hôpital. Son père s'occupait de sa maladie. Non, il s'occupait très bien de cet enfant. Très bien. Moi particulièrement, je vous dis que je ne connais pas là où se trouve son père. Si elle-même, elle peut trouver là où se trouve son père, je ne sais pas. C'est que c'est des femmes. Peut-être qu'elle se voit avec son père sans me dire une certaine vérité. Mais moi, je vous dis que je ne connais pas là où se trouve son père. Cette famille qui vit sous le seuil de pauvreté sollicite le soutien des âmes de bonne volonté et fidèles téléspectateurs de la prestigieuse émission Regard Social pour trouver la solution à la maladie du petit Adriano. Il voudrait vraiment aller à l'école dans les endroits comme tout le reste des enfants, mais il ne peut pas.
parce qu'il se sent gêné, il se sent influencé. Quand il joue avec les enfants, qui constatent qu'il y a les hommes là, il préfère lui partir. Vraiment, si vous pouvez nous aider, que cet enfant puisse retrouver sa vue. Vraiment, c'est que ça va beaucoup plaire à notre famille. On attend de vous le meilleur résultat pour cet enfant, s'il vous plaît. On vous en prie seulement. Faites des efforts que cet enfant puisse retrouver sa vue normale. Maintenant, si vous pouvez nous aider pour que cet enfant essaye de trouver même une petite vision, qu'il essaie de reconnaître, ne serait-ce que sa maman, voir sa maman de face comme ça, dire que voilà ma maman, voilà mon grand-père, voilà mon père, c'est tout ce que nous cherchons. Si Dieu peut nous envoyer des gens qui peuvent nous faire cette affaire. La vie professionnelle, qu'il perd la vue. Quand je suis arrivé au travail, j'ai juste eu un malaise. J'ai commencé à avoir un malaise autour de 20 heures. J'ai appelé le patron, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Bon, il me dit que mais si tu ne te sens pas bien, bon, on ne met pas pour le travail. Donc si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas travailler. Bon, si ça ne va pas, bon, tu peux rentrer. Quand je l'ai perdu, je sentais chaud. Et c'est comme si je devais rejeter. Le temps d'enlever ma blouse, aller me changer, j'ai commencé à vomir. On m'a porté, on m'a mis au taxi. Le taxi m'a déposé à l'entrée parce que je l'ai à l'entrée, derrière Bansoir, derrière l'agence Bansoir. Le taxi m'a déposé, il m'a fait sortir de la voiture, il m'a fait traverser la route. Il m'a demandé s'il peut arriver à la maison seul. Il lui a dit oui, je peux. Je suis arrivé à la maison. J'ai mis la clé sur la porte, j'ai ouvert la porte. J'ai forcé, même j'ai pris de l'eau, je me suis lavé. Tellement je continuais toujours à vomir. J'ai allumé la télé, j'ai fermé la porte. Bon, je me suis assis sur le lit, les pieds au sol. Juste j'ai lancé la tête. Bon, je me suis couché du dos. Comme je m'étais couché du dos là, c'était bon. C'est la nuit de lundi à mardi. Donc c'était la catastrophe. Donc si je supportais ce jour-là, peut-être je mourrais. C'est là que j'ai envoyé le même voisin, qui nous allait dire à maman que ça ne va pas. Et là on vient dire à la mère, et la mère était au marché. Et alors la mère vient, on me porte directement, on m'amène pour Bingo. Bon, le traitement a commencé à Bingo. Bon, je suis arrivé à Bingo. On m'a consulté. C'est là où le docteur me dit que bon, apparemment il ne voit rien. Avec tous les examens qu'on a eu à faire, il ne voit rien. Il me dit tout est propre. Bon, on ne voit pas. Bon, on ne voit pas d'anomalie. Bon, ça c'est là où on a commencé le premier traitement. Le jeune homme qui peine à expliquer les causes de son mal dit avoir fait le tour de plusieurs entités pour chercher la solution à son problème. Un mal qui le cloue à la maison depuis bientôt 5 ans. Bon, ça avait trop de marches, prière à l'église, traitement à l'hôpital, traitement traditionnel. Bon, c'est un matin que je me réveille, je constate que j'étais en train de voir la lumière, donc un peu les éclats de lumière. Bon, au bout des toitures. Bon, c'est là où j'ai dit à la maman que maman, il fait jour. Elle me dit oui, pourquoi? Et non, c'est comme si ma vision était en train de revenir. À l'instant là, elle a commencé à danser. Et ce jour-là, comme c'était venu comme ça, allez, ça s'est bloqué. Donc depuis ce jour-là, ça n'a plus augmenté. Il lui a amené à Bingo de Mutengene. Quand je parlais d'abord Bingo de Bamenda, on m'a dit que comme Bingo Bamenda est loin, je ne peux pas supporter le transport. On m'a plutôt envoyé à Bingo de Mutengene. J'ai fait au moins 5 fois à Mutengene. Après, on me dit qu'il y a encore l'hôpital des yeux à Bonabiri pour les Chinois. Je suis parti là-bas. On appelle le grand médecin. Tantôt il dit que ses nerfs optiques sont touchés, tantôt il dit que ceci, cela. On parle, ne comprend pas. Il n'y a pas Acha, on dit qu'on ne voit rien. Ses ambitions en tant que fils aîné se sont émoussées. C'est sans doute à cause de la vue qu'il a perdue.
Sa maman est désormais la personne à tout faire dans la famille. Le papa de Raphaël, lui aussi, handicapé, parce que frappé par l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Je suis devant ma maman, je suis rentré dans la maison. C'est la maman qui se réveille le matin. Elle toque la porte. Moi, ton an de billets. Ils se sont endettés pour ma formation. Et quand j'ai fini, il n'y a pas de résultat. Donc moi qui devais les aider, c'est moi qui rentre encore. Intelligent, parce qu'il a cet handicap, ça fait partie, depuis sa naissance, il a cet handicap. Et la famille n'a même pas dit sûr qu'il avait cet handicap. On découvre cela quand il avait 2 mois juste après la mort de sa maman. Quand il est né, son blanc de lait là ne se voyait pas. On voyait que l'iris là, qui est noir là. On a essayé. À l'âge de 2 ans, parce que sa maman était grosse. On lui a lancé le Zola. Bon, quand elle a accouché, après 2 mois, sa maman est morte. Je suis restée avec le petit là de 2 mois de la mort de sa maman jusqu'à présent. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. C'est donc un enfant qui n'a pas connu la chaleur parentale. C'est sa grand-mère qui est tout pour lui. Je ne fais absolument rien. Si quelqu'un passe là, il me dit que maman, voilà les 1000 francs de Kanga, je le remercie. Je prends les 1000 francs là, je pars acheter les petits poissons là. Je fais le bongo, on mange avec le manioc. On n'a plus autre chose. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de père, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Sa maman est morte trop jeune. Elle avait à peu près 20 ans de naissance. J'ai même sa photo là. J'ai commencé à l'éduquer comme ça, à l'éduquer, mais il parlait bien. Il parlait bien. Il mange bien. C'est les yeux qui ne voient pas. Seras-tu encore fidèle? L'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter. Enfant dévoué, malgré son handicap, Albert Legrand veut tout faire, mais il lui faut une assistance. C'est un petit vraiment qu'on apprécie, le petit Kanga. Avec son handicap, il se bat vraiment pas mal. Quand le jour se lève, il se bat à sortir comme tout le reste. Il avait sa grand-mère, c'est pas du tout facile avec sa grand-mère. Quand parfois il veut l'eau, quand il voit les autres partir, il entend seulement, quand on part plusieurs l'eau, il prend son petit seau. Il dit à un petit, attends-moi. Il arrête la main du petit, part plusieurs l'eau pour sa grand-mère et pour lui-même aussi, qui peut se laver avec. Bref, il joue, il fait les petits efforts comme tout le reste d'enfants. On apprécie vraiment son courage. À Ezeka dans l'Union Ekele, Albert Legrand fait l'objet de toutes les curiosités. Sa grand-mère a essayé de trouver la solution à son problème en vain. J'ai amené Kanga à Bingo Baptiste. En ce temps, j'étais encore un peu bien. On l'a opéré les 2 heures à Bingo Baptiste. Ça n'a pas réussi. Les gens de Douala sont venus ici à Ezeka à l'hôpital. On a regardé les yeux de Kangala. On m'a dit que son iris est gâté totalement. Je l'ai amené à la caisse à Yaoundé, docteur de la caisse à Yaoundé. J'ai essayé comme ça. En ce temps-là, j'avais encore un peu de force. Je vendais mon manioc et mon macaron. Maintenant, comme je ne travaille plus au champ, je ne peux plus.
Son intelligence dépasse parfois l'entendement des membres de la famille. Une école spécialisée a été trouvée pour son encadrement. Il y a une école qui est là-bas, à l'école annexe, à l'aviation. On est venu me chercher ici. On me dit qu'il y a l'école des infirmiers là-bas. Je l'ai amené là-bas à l'école. Là. Il a même sa tenue là, à la maison. Et par là chaque matin. Quand tout ce qu'on lui donne là-bas chez le maître, on lui a donné le nom de parfait. Ce sont ces maîtres qui ont donné le nom de parfait. Parce que tout ce qu'on lui dit oralement, il connaît ça. Mais pour écrire, il n'écrit pas. Pour lire, il ne lit pas. Albert Legrand a juste perdu un des 5 sens dont il dispose. Sa famille vous regarde. Elle a besoin de votre soutien. Et voilà donc le quotidien de quelques cas que nous avons rencontrés pour vous et des cas qui sont passés sur ce plateau. Ce sont pour la plupart des tout petits, des adultes en passant par l'adolescence également. Et pour commenter certains cas, nous avons invité quelques spécialistes sur ce plateau. Docteur Tapa Roger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard Social. Oui, vous êtes médecin de santé publique et c'est généralement de par votre expérience pour avoir travaillé dans les structures sanitaires durant plusieurs années que nous vous invitons parce que vous partagez, je veux dire, vous partagez avec les téléspectateurs ces expériences-là. Les cas que nous avons présentés ce soir sont des cas que vous avez déjà vus à cette époque-là. Tout à fait, c'est des cas qui sont pas d'aujourd'hui, qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des cas qui courent dans nos sociétés. Autant on voit les cas satellites comme ceux qu'on est en train de voir, autant ça cache un mal qui court au sein de la population en général. Vous ne pouvez pas vous promener sans rencontrer des cas similaires dans nos sociétés. Et bon, c'est déplorable parce que on peut immédiatement constater qu'il n'y a pas une structure qui prend en charge ce type de déficience dans notre société. C'est un problème public, c'est un problème courant et c'est un problème grave parce que si vous regardez la majorité des enfants qui sont passés, on parle là des avenirs cassés, on parle des ambitions qui n'existent presque plus à cause d'un problème sérieux. Il s'agit pour nous aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut recadrer ces enfants, essayer de voir ceux qui sont récupérables sur le plan clinique et voir comment réinsérer dans la société tous, pourquoi pas, en leur donnant des structures spéciales qui leur permettent de se rendre utiles, de se sentir partie de la société. D'accord. Merci d'avoir accepté cette autre invitation. En face de vous, il y a Adolphe Njonjo Ikome. Bonsoir et bienvenue, Adolphe. Bonsoir Flavien, merci de m'avoir invité pour apporter ma modeste contribution à la compréhension des cas que nous venons de suivre ce jour. D'accord, vous êtes psychologue clinicien, psychomotricien également. Et lorsque je vous ai envoyé le message et je vous ai contacté pour ce programme, vous n'avez pas hésité parce que quand même, vous vous êtes rendu compte que chaque personne ou chaque cas social de ce soir a une particularité. Et vous vous êtes dit il fallait partager avec ces personnes-là, les accompagner psychologiquement. Oui, tout à fait. Donc, nous avons suivi plusieurs cas ce soir. Il y a des personnes qui sont nées avec cette déficience-là, visuelle, et d'autres chez qui ça a été acquis suite à un certain nombre d'événements. Nous avons suivi un cas où c'est suite à une maladie somatique ou organique que la personne a développé la déficience visuelle. Un autre cas où il s'agit plutôt d'un accident de la circulation. En fonction de comment est-ce que le mal ou la déficience s'est développée, les conséquences vont être également différentes d'un point de vue psychologique. Okay.
ça va être différent. D'accord, merci également d'être venu sur ce plateau. Il y a Dr Akono Asomo Joël Alex. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Flavien et bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes médecin généraliste également, oui. Mais vous vous intéressez beaucoup plus à ces pathologies oculaires. Oui, et vous avez également observé au cours de ce reportage et même des témoignages avant le reportage, les différents cas. Vous vous êtes dit, oui, je rencontre généralement ces cas lors de mes consultations. Oui, généralement nous rencontrons des cas similaires en consultation, certaines qui viennent un peu plus tôt, d'autres tardivement. Et en fonction de la rapidité de consultation, il y a des possibilités de récupérer ou pas ces patients également. Et vous vous êtes dit quoi à partir de quelques cas? D'abord, le petit Adriano, qui est hyper intelligent. Oui. 2 ans après sa naissance, il tombe aveugle à la suite d'un paludisme selon sa maman. Et aujourd'hui, 2 ans après, il est âgé de 4 ans. Ça fait 2 ans qu'il ne voit pas. Mais il veut aller à l'école. Oui, c'est la difficulté que nous rencontrons généralement chez les enfants, vu que c'est l'âge de l'apprentissage. Et la vue nous permet d'appréhender le monde dans lequel nous sommes et de nous familiariser avec ce que nous avons tout autour. Donc c'est souvent un peu délicat avec ces enfants lorsqu'ils présentent des déficiences visuelles un peu tôt. Mais maintenant, il faudrait savoir quelle est la raison pour laquelle cet enfant est déficient visuel. Est-il récupérable ou non? D'accord. Alors, Ange Romain, j'essaie. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs et à ceux qui partagent le plateau avec nous ce soir. Chef de centre social de Douala 5e, habitué de ce plateau également, parce qu'on parle justement du handicap visuel plus souvent. Et aujourd'hui, vous avez écouté tous ces témoignages. Vous vous dites, ils me ressemblent, ou alors simplement qu'ils n'ont pas connu les mêmes difficultés que moi? Bon, en fait, je peux dire qu'ils me ressemblent parce que nous partageons un point commun qui est la cécité. Ils sont aussi différents parce que je suis déjà dans ce monde depuis longtemps et je l'ai presque surpassé. J'essaie de le dominer au fil des jours. Mais je pose sur les différents cas un regard d'analyste, un regard de professionnel, en ce sens que ça nous fait percevoir le regard de la société sur ces personnes, ça nous fait percevoir comment sera leur avenir, ça nous fait également comprendre l'importance de l'organe de la vue, parce que au même titre où vous vous sentez gêné, dérangé, perturbé lorsqu'il y a une petite coupure d'électricité, rassurez-vous, les gens vivent dans ce malaise toute leur vie et ce n'est pas facile à supporter, ce n'est pas facile à soutenir. Voilà justement les cas dans lesquels se trouvent. Donc c'est des cas très pathétiques, on ne peut pas se le cacher, que ce soit le cas de celui qui est venu de Bafang, que ce soit le cas d'Adriano ou Albert le Grand, ou la dame qui a perdu la vue au cours du déplacement et autres là. Tous ces cas nous apprennent, nous interpellent, nous donnent des leçons et nous amènent à comprendre que le handicap peut survenir à chaque moment, à n'importe qui, et à nous donc de prendre des précautions pour déjà soutenir ceux qui y sont aujourd'hui. Alors, et pour renchérir ce que vous dites, il y a un thème choisi pour cette journée, puisque nous célébrons la 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. On parle bien entendu de tous les handicaps ne sont pas visibles. Oui, ça me donne déjà de souhaiter quelque part bonne fête aux personnes handicapées, de remercier également la télévision Equinox d'avoir offert cette opportunité du 3 décembre, offert cette opportunité de la fête de la journée des personnes handicapées pour nous exprimer. Et ça nous donne le thème, tous les handicaps ne sont pas visibles. Qu'est-ce qu'un handicap déjà? C'est une limitation fonctionnelle d'un organe, d'un membre ou d'un sens. C'est-à-dire une personne handicapée est cette personne, cet individu qui, à un moment de la vie, de manière innée ou pathologique, se trouve en face d'une limite. La limite de l'organe, du sens ou de son membre qui l'empêche d'accomplir une partie ou toute la partie d'une activité sociale. À côté, nous aurons l'invalidité, nous aurons la déficience, nous aurons, je dis l'invalidité, nous aurons la déficience, nous aurons également tous les autres thèmes qui tournent autour. Mais c'est une personne déjà qui connaît des difficultés d'adaptation, des difficultés d'insertion sociale. Maintenant, tous les handicaps ne sont pas visibles. Pourquoi?
Parce que nous avons 3 grands types de handicap, d'après l'article 3 de la loi 2010 du 13 avril 2010 relatif à la protection des personnes handicapées. Selon cette loi, dont l'article 3 dispose 3 grands types de handicap. Les handicaps physiques. Dans les handicaps physiques, nous aurons les handicapés moteurs, que nous connaissons tous. Nous aurons les handicapés sensoriels. Dans les handicapés sensoriels, c'est donc ceux-là qui ne sont pas visibles. Parce que moi qui suis assis, il faut que je dise à quelqu'un que je suis non-voyant pour qu'il sache que je suis non-voyant. Il faut qu'il me voie me déplacer de façon titubante pour confirmer que je suis non-voyant. Donc, il y a les handicapés sensoriels que comprennent les déficients visuels, les sourds et les muets, parce qu'il y a des sourds, il y a des sourds-muets, il y a des muets également. À côté aussi, nous avons les handicapés mentaux. Les handicapés mentaux, c'est ceux qui entrent dans le cadre des enfants autistes, des enfants souffrant de l'infirmité motrice cérébrale, des enfants mongoliens, des enfants souffrant de la trisomie 21, des enfants, des grands malades psychiatriques, ces personnes malades mentaux ou handicapés mentaux que nous trouvons dans la rue chaque jour autour de nous. Voilà des personnes qui ne sont pas visibles. Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que justement, on a constaté que la recrudescence de la discrimination allait être très recrudescente envers ces personnes. Avec la continuité de l'émission, j'aurai le temps de vous développer pourquoi est-ce que ce thème a été choisi en cette 29e édition de la Journée des personnes handicapées. On l'a certainement déjà compris, donc vous découvrez bien que ça a un trait, en tout cas avec l'émission de ce soir. C'est une coïncidence, pas hasardeuse, bien sûr. Oui. Peut-être un petit élément complémentaire ou correctif. Les enfants IMC, infirmes moteurs cérébraux, ne sont pas des handicapés mentaux. C'est une forme de handicap qui est caractérisée simplement par des atteintes motrices. C'est des séquelles de lésions cérébrales. On a un cas ici, parmi les cas qui nous sont présentés aujourd'hui, d'un enfant qui a eu par exemple un paludisme qui a atteint le cerveau et qui a eu chez lui pour conséquence d'entraîner une perte de la vue. Mais dans la majorité des cas, ce type de problème va aussi entraîner une infirmité motrice cérébrale avec comme trouble associé quelquefois des troubles visuels. D'accord. Alors, il va être sûrement difficile de parler de tous ces cas qui sont bien différents. On voit bien que les causes sont différentes également, mais on peut aller au cas par cas, partant justement de cet enfant et qui a 4 ans aujourd'hui et qui perd la vue à l'âge de 2 ans, Adriano. Il est aussi brave, il se débrouille quand même, il reconnaît des voix des gens qui sont autour de lui ou des personnes qui sont autour de lui et il sait quand même qu'on peut aller à gauche, autour de la maison, aller à droite malgré quelques petites difficultés. Oui, bien sûr. En fait, maintenant, il est question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de son mal. Oui. En fait, pour l'enfant qui perd la vue à 2 ans, il faut se tenir dans l'environnement dans lequel on se trouve. Vous aurez beaucoup de causes éventuelles et avec parmi lesquelles d'autres causes, des causes évitables et des causes non évitables. L'enfant, dans notre contexte, les grandes causes qu'on recense très souvent, c'est les infections de la vue. C'est-à-dire que ça peut être le chlamydia que tout le monde connaît, le trachome. C'est l'une des causes de cécité qui peut se développer et qui crée des lésions à répétition qui peuvent conduire à la perte de la vue. Ça peut être une des explications. Vous pouvez avoir également une récurrence des lésions neurologiques du nerf optique au niveau du cerveau liées peut-être à un neuropaludisme. Il ne faut pas perdre de vue qu'on vit dans une zone endémo-épidémiologique de paludisme. Donc ça, c'est une des causes les plus courantes qu'on survole souvent, mais qui peut être effectivement une cause évocable. Vous avez également des causes qui sont génétiques. Ça, on n'a pas toujours l'explication totale, mais il y a des causes qui sont liées à un gène qui est familial parfois et qui peut se développer de cette manière. Vous avez également le cas de l'hypertension oculaire qu'on peut observer dans notre contexte, le glaucome, mais qui, chez cet enfant, est extrêmement rare de par son âge
hein, la fréquence de survenue étant un peu plus chez les personnes plus âgées. Oui. Alors, différemment de ce qui est arrivé à Maurice, par exemple, Maurice qui vient de Bafin, et qui aujourd'hui a connu des tumeurs, mais qui ont été extraites, mais finalement, on voit bien que la maladie n'est pas partie. La Elle maladie se développe plus tôt. Oui, et effectivement, quand les tumeurs se compriment et les organes environnementaux prennent des coups, et ce n'est pas parce qu'on a enlevé une tumeur que ça n'a pas laissé des séquelles au niveau du site. Vous voyez, le cerveau est reparti en zone fonctionnelle. Donc, si un problème survient dans la zone auditive, évidemment, les séquelles vont se répercuter au niveau de l'audition. La même chose au niveau de la vue. Donc, la cause ici est évidente. C'est cette présence de tumeurs qui a dû laisser des séquelles au moment où on les retirait. Maintenant, est-ce que c'est réversible? Ça, c'est toute une autre question. Parce que sur le plan neurologique, c'est assez difficile, au-delà de 3 ans, 5 ans, de récupérer une fonction, puisque le nerf régénère rarement à partir d'un certain âge. Donc voilà un peu comment on peut expliquer chez celui qui a... C'est Maurice. Oui. Et Raphaël, par exemple, qui commence la vie, parce qu'après ses études, il commence à travailler, à peine il commence justement à travailler, qu'il tombe malade, pendant qu'il est en plein exercice de son activité. Et il retourne à la maison et depuis lors, il n'est plus jamais reparti parce que il a perdu la vue quelques jours après ce palu qui l'a traumatisé aussi. Oui, je parlais tout à l'heure des causes parasitaires dans notre milieu. Vous savez que dans l'une des manifestations sévères du palu, c'est le neuropaludisme. Ça attaque le système nerveux. Et cette attaque du système nerveux peut avoir des répercussions. Ça peut aller jusqu'à la convulsion, ça peut aller jusqu'à la mort. Il ne faut pas se tromper. C'est des attaques sévères et qui, même en cas de guérison, peuvent laisser des séquelles. Vous voyez, donc ce problème peut s'expliquer de par les complications liées à cette crise de palu sévère qu'il a eue. Parfois, il y a des causes sous-jacentes qu'on ne peut pas toujours énumérer. Mais très souvent, on peut s'appuyer sur la cause qui semble être la plus évidente. Son neuropalu qui l'a fait peut-être. Alors, docteur Akono Asomo, Joël Alex, vous êtes médecin et comme je le rappelais, vous êtes également un peu plus intéressé par ces pathologies oculaires. Mais on constate simplement qu'il y a quand même un problème d'identification des causes exactes de ces différentes pathologies. Généralement, les problèmes oculaires ne sont pas pris en compte très rapidement parce que ce n'est pas comme d'autres maladies où nous aurons des symptômes. Les symptômes viennent généralement de façon progressive. Donc les patients restent à la maison. C'est généralement lorsqu'ils sont à un stade un peu plus avancé qu'ils viennent en consultation rencontrer le spécialiste adéquat. Maintenant, il y a également l'orientation sur le plan médical. Généralement, ils rencontrent des personnes qui ne sont pas guéries dans le domaine et qui, de temps en temps, traînent dans la prise en charge et le diagnostic immédiat du mal dont présente la personne. Et généralement, lorsqu'ils se rapprochent des spécialistes en question, le mal est déjà très avancé et généralement, ce n'est pas récupérable pour certaines personnes également. Alors, donc, il y a plusieurs cas qui se sont présentés ou alors que l'on a présenté ce soir avec des causes plus ou moins différentes également. Pour, par exemple, Maurice, pour Raphaël et le petit Adriano, ainsi que le grand, Albert le Grand, qui lui, il est né avec des yeux déjà bouleversés, comme qui dirait, pour dire qu'il ne voit pas depuis la naissance. Bon, par rapport au jeune garçon qui est né avec une déficience visuelle, généralement, c'est durant le suivi de la grossesse. Lorsque le suivi de la grossesse n'est pas fait de façon adéquate, les mamans généralement présentent des pathologies qui peuvent ne pas être symptomatiques, comme notamment le chlamydia ou la blénorragie. Et l'enfant, lors de la naissance, passe par la filière vaginale, peut transporter des germes qui peuvent infecter la paroi oculaire et à la longue entraîner une déficience visuelle chez ce dernier. D'où l'importance d'un bon suivi de la grossesse et d'un bon suivi post-accouchement également. Parce que généralement, ces enfants, après l'accouchement, on porte l'enfant, les mamans prennent des enfants, ils vont au quartier, on ne ramène pas les enfants voir le pédiatre pour les consultations
postnatale également. Parce que c'est durant ces consultations que l'on détecte ces anomalies que présentent ces enfants et que l'on les prend en charge également rapidement. Parce que l'enfant, c'est la période pendant laquelle l'enfant crée sa base de données au niveau du cerveau. Donc, il est impératif de les prendre en charge rapidement pour créer la connexion entre l'œil et le cerveau, afin qu'ils puissent grandir de façon adéquate comme tout autre enfant. Adolphe Njonjoy, on constate justement qu'il y a un problème psychologique pour tous ces cas que nous avons présentés ce soir. Il y a par exemple Jackie qui a été victime d'un accident de la circulation et après, plus jamais, elle était en cycle de licence, elle n'a pas pu achever l'année. Et là, aujourd'hui, il faut reprendre tout à zéro. C'est une nouvelle vie. C'est un choc psychologique, émotionnel, comme vous avez l'habitude de dire. Dans toutes ces situations, dans tous ces cas qui ont été présentés, on est face d'un point de vue psychologique à ce qu'on appelle le deuil, le processus de deuil. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est mort, que quelqu'un est décédé, mais c'est seulement que face à toute situation de perte, ça peut être la perte d'une personne, ça peut être la perte de sa santé, ça peut être la perte de son travail, ça peut être la perte de toute chose qui avait de l'importance pour nous. Généralement, quand on perd quelque chose qui a eu de l'importance, psychologiquement, on doit, je dis on doit parce que ça n'est pas toujours automatique qu'on arrive à faire ce deuil-là. On doit faire son deuil. Maintenant, les situations de deuil sont vraiment différentes en fonction des cas qui ont été présentés. Chez l'enfant qui est né avec cette déficience visuelle, ce n'est pas lui qui fait le deuil, n'est-ce pas? Mais dans son cas à lui, il aurait fallu que ce soit ses parents qui fassent le deuil de l'enfant qu'ils ont désiré, de l'enfant qu'ils ont imaginé, pour accepter l'enfant qui est né avec cette déficience-là. Et là, vous voyez, un enfant qui naît comme ça, il a un père et il a une mère. Mais maintenant, face à ce travail de deuil qui doit être fait, il faut savoir que ce n'est pas parce que les deux sont ensemble que ce travail va évoluer de manière synchronisée. Ça veut dire que les deux sont au même niveau? Non, pas nécessairement. Nous avons vu le cas d'une femme qui se retrouve seule avec son enfant, le père étant parti, l'ayant abandonné. Dans ce cas de figure, quand l'enfant naît avec une déficience, souvent, au tout début, il y a une attitude de dénégation. On ne veut pas accepter que voilà la situation réelle qui se pose. Et quand on est dans ce déni-là, on peut essayer de trouver des moyens qui viendraient supprimer ou changer, modifier la réalité. Et pour certaines personnes, quand ils sont confrontés au caractère objectif, réel de la situation, ils n'arrivent pas à assumer ou se disent le seul moyen pour eux de pouvoir s'assumer en tant qu'homme, en tant que père, c'est de, quelquefois, et ce n'est pas pour dire que c'est positif, hein, c'est de nier même qu'ils ont eu un enfant, de nier que cet enfant a un jour existé et qui sont les géniteurs de cet enfant-là, donc ils partent. Vous voyez? Donc c'est un travail qui n'évolue pas nécessairement au même rythme chez les deux parents et qui n'aboutit pas nécessairement, qui n'a pas le même aboutissement. La mère a accepté, et c'est parce qu'elle a accepté qu'elle est dans une démarche de prise en charge de son enfant, qu'elle est dans une démarche où elle cherche à trouver des solutions aux problèmes de son enfant. Alors, par exemple, le cas de Legrand, Albert Legrand, qui est né, il n'a jamais, on va dire, presque pas connu ses parents, puisque ses parents sont décédés alors qu'il était encore pratiquement, il avait 2 mois. Aujourd'hui, il a un double problème. Il n'a pas connu ses parents et il est non-voyant. Il est question simplement de lui trouver une position dans la vie. Et c'est sa grand-mère qui s'occupe de tout. Oui, c'est une situation... Elle qui est déjà amortie. Oui. C'est une situation très compliquée, comme vous dites, parce que en dehors du déficit sensoriel, visuel qui peut être constaté, qui est déjà source
de difficulté, de souffrance pour cet enfant qui se rend bien compte qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il aurait envie de faire. Parce qu'il faut noter que quand il y a une déficience visuelle, ça va affecter, vous voyez, toutes les personnes ont besoin de quelqu'un pour les aider. Ils ne peuvent pas faire un certain nombre de choses seuls. Donc il y a déjà cette difficulté qui est là, mais à côté de ça, ça reste un enfant, comme tous les autres enfants, qui a besoin de savoir que ma mère, c'est elle, hein, ou mon père, il est là, ou s'il n'est pas là, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc là, c'est une situation peut-être qui pour le moment ne pose pas encore problème avec acuité, mais au fil de l'évolution de l'enfant, de ses contacts avec d'autres enfants, des échanges qu'il a dans la société, où il va voir qu'à l'école par exemple, ses amis, ses camarades, pas voir, excusez-moi pour le terme, mais où il va sentir que les autres ont un père, ils ont une mère qui les accompagne, qui fait ci pour eux, qui fait telle chose, et que lui, il n'a pas tout ça. C'est un problème. Voilà, c'est un problème. Alors, Ange Romain, on constate quand même que de tous ces cas qui ont été présentés ce soir, il y a quelque chose de commun. Je veux dire, ils sont tous intelligents. Oui. 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 Malgré qu'ils aient perdu un sens, un des multiples sens que chacun peut avoir. Oui. Je voudrais déjà, en complément à ce que j'ai sitôt dit, que des trois types de handicap, il y avait ceux qu'on appelle les polyhandicaps, ceux qui expérimentent plus d'un handicap, on les appelle les polyhandicaps. Alors, la fonction, l'altération de la fonction visuelle n'a pas altéré le fonctionnement intellectuel, n'a pas altéré, mais je pense que c'est des personnes qui, à un moment donné, se mettent même en position je peux dire, de résilience, une résilience dans laquelle elles entrent et si elles sont bien accompagnées par la famille, parviennent même à faire ce que j'appelle un défi. Donc, ils adaptent la défiance pour pouvoir remédier à la déficience. Ça veut donc dire quoi? Toutes ces personnes, je prends le cas de celui de Bafan, je crois qu'il faisait doctorat, il a perdu la vue, complètement la vue, et aujourd'hui, après des opérations, des interventions chirurgicales, il ne voit presque plus. Il pense à ses projets d'avenir, voit comment tout est perdu, voit comment tout a échoué, mais il reste fort, il reste courageux, il reste intelligent. Le cas du petit, c'est pareil. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi facile de comprendre ça? Ce n'est pas facile de comprendre, ce n'est même pas non plus facile de le vivre, ce n'est pas non plus facile de supporter, mais ça va dépendre de comment la famille doit être outillée pour les accompagner. L'environnement aussi, la société doit être là pour les accompagner à comprendre le handicap, à surmonter le handicap, à surpasser ce handicap et à pouvoir le transcender. C'est un peu ça le problème. Sinon, nous qui percevons qu'ils sont intelligents, je suis bien d'accord. Mais combien sont-ils qui sont cloîtrés dans des maisons, qui n'ont pas pu bénéficier d'une opportunité d'expression devant un plateau comme celui-ci et qui pleurent chaque jour, qui n'ont pour fonction seulement les pleurs? Combien sont-ils qui, à bout de découragement, se sont recrutés personnellement dans la mendicité et qui écument nos rues au quotidien? Donc, je pense qu'il y a un réel souci d'accompagnement au quotidien pour que l'intelligence qui est une des capacités restantes de ces personnes soit restaurée, soit davantage accompagnée, soit davantage, soit davantage restaurée pour que ces personnes puissent parvenir à une meilleure intégration sociale et une insertion, pourquoi pas socio-professionnelle. Puisque vous parlez d'insertion, vous qui êtes chef de centre social, vous aurez certainement vous avez, je vais dire, des nouvelles personnes que vous allez insérer ou alors accompagner, puisque vous êtes un doyen de la chose. Oui, en fait, en tant que travailleur social, je suis d'abord un polyvalent, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient sur toutes les cibles, pas seulement les déficients visuels, mais en tant qu'un non-voyant également, je me sens davantage concerné, voire même touché par leurs différents cas, et je pense qu'au moment des solutions, je pourrais modestement préconiser quelque chose qui va davantage les accompagner. Mais je dis pour le moment, le plus grand problème, la plus grande préoccupation réside
à l'unité minimale de la société qu'est la famille qui doit davantage être accompagnée pour comprendre ces différents cas et les amener à se comprendre et à dépasser ce handicap. Oui, avant vous, Dr Tapa. Oui, je voulais relever un aspect très important par rapport à celui qui naît aveugle. Et ça, c'est un phénomène qui interpelle toute la société entière. Vous savez, l'une des causes, ce n'est pas seulement les causes de contamination, ça peut être des causes de malformation au moment de la formation du fœtus. Et ça peut être, et ceci rend critique les précautions à prendre pendant les 3 premiers mois de grossesse. Il faut que les gens se mettent en tête que pendant les 3 premiers mois de grossesse, c'est là où se développe, où se fait la mise en place de tous les organes. Le reste de mois, ce n'est qu'un développement de ces organes. Et pendant ces 3 premiers mois, tout peut arriver. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous avalez, que ce soit les médicaments, que ce soit les potions traditionnelles, que ce soit comment vous mangez, ça peut influencer le développement de l'enfant. Si c'est la zone des nerfs optiques que ça touche, évidemment, on peut avoir ce genre d'handicap. Donc ça, c'est important de le souligner parce que les grossesses, on doit comprendre que les 3 premiers mois de grossesse, ça c'est valable pour le personnel de santé qui prescrit et c'est valable pour la société traditionnelle qui a des pratiques qu'ils font pendant, il faut qu'ils s'abstiennent de le faire pendant les 3 premiers mois. Ça éviterait la plupart des problèmes comme celui qu'on mentionnait tout à l'heure. Une autre cause qui est courante chez nous de cécité qu'il ne faut pas ignorer, c'est le glaucome, c'est-à-dire l'hypertension oculaire. C'est important qu'on relève, et de plus en plus, il y a des solutions. Il faut que les gens comprennent que c'est plus ça se développe que ça détruit la vision et de façon graduelle et qu'ils cherchent de l'aide dès que ça se signale. Je voulais juste... Je peux compléter quelque chose là. Oui, sur les causes, oui, sans être médecin parce que je côtoie les non-voyants au quotidien. Je côtoie les non-voyants au quotidien. Nous avons l'onchocercose, la cécité des rivières, qui est une cause primordiale de la cécité. Et nous avons les accidents professionnels, la manipulation des produits chimiques. La manipulation des produits chimiques, vous voyez nos frères et sœurs qui excellent dans la soudure et qui ne prennent pas des précautions. Il y a des étincelles qui jaillissent au quotidien, qui excellent dans la mécanique et autres là. Donc la manipulation des produits chimiques dans nos entreprises, vous voyez un peu même la simple fumée qui s'échappe des tuyaux des véhicules. Les spécialistes ne me démentiront pas. À la longue, cause toujours, puisque ça dépose, ça apporte des petits dépôts, des produits dans le globe oculaire et à la longue, justement, peuvent entraîner la perte de la vue. Donc, plus, quand vous tenez dans la rue, vous ne pouvez pas voir 20 personnes, sur 20 personnes qui passent, 10 à 12 à bord des lunettes. Faites cette expérience, vous allez constater 10 à 12 personnes à bord des lunettes. Pourquoi? J'ai un ami ophtalmologue qui s'est déplacé du nord pour la ville de Tchang et là, je crois, il parlait de 26 opérations à réaliser sur le plan, 26 opérations sur le plan visuel à réaliser. Donc, pour dire que l'organe de la vue est tellement délicat, tellement précieux et tellement sensible qu'il mérite vraiment d'être pris en compte comme un problème de santé publique et que les sensibilisations doivent davantage être accentuées là autour et surtout dans nos différentes entreprises. Nous sommes dans une capitale économique qui est bondée d'entreprises, qui est bondée de véhicules et de pollution un peu de partout. Donc, il y a cette pollution qui peut justement entraîner la perte de la vue. Alors, docteur Akono, il y a quand même, c'est vrai que tout à l'heure on a évoqué cet aspect, il y a peut-être un problème de diagnostic qui aurait été un diagnostic qui aurait été mal fait selon les cas, ou encore le diagnostic a peut-être été bien fait, mais c'est un problème de moyens qui se pose pour la prise en charge de ces différents cas. Oui, monsieur Flavien, généralement c'est un problème de moyens parce que les spécialistes ne sont pas facilement accessibles pour une certaine classe de la population. Donc généralement ils se retournent vers les petits centres qui ne possèdent pas ces spécialistes et qui généralement, pour la plupart, conserver des malades, ils prescrivent des médicaments qui ne sont pas appropriés pour le mal ou aggravent même à certains moments ce mal également. Mais on a quand même entendu des formations sanitaires
spécialisés et de grand niveau, ce n'est pas un problème des spécialistes en ce moment-là. C'est un problème de moyens. En plus du problème de spécialistes, il y a également le problème de moyens. Parce que lorsque nous rencontrons ces spécialistes, ils demandent des examens pour poser le bon diagnostic. Mais si ces examens ne sont pas faits, le médecin ne pourra pas poser le bon diagnostic afin de donner une prise en charge adéquate au mal dont présente le patient également. Et du coup, on vous propose on propose des traitements aléatoires qui généralement ne résolvent pas le problème en question. Et comme la vue est un élément très très délicat, très capital, parce que vu l'étroitesse des yeux sur le corps, on néglige généralement cet organe comparé aux autres organes. Or, il est très important pour l'appropriation du monde également. Car vous imaginez un jeune monsieur comme le monsieur de tout à l'heure, qui a fait ses études, qui veut être indépendant et qui du jour au lendemain se retrouve dépendant de ses parents. Il se retrouve un peu négligé, un peu lésé, malgré qu'il ait 2 mains et 2 pieds. D'où le caractère important de la vue dans le vécu quotidien des patients. Oui, donc il y a un point important sur lequel on devrait mettre un accent, la prise en charge véritable, et il faut le nerf de la guerre. Adolphe. Oui, vous pensez sûrement aux moyens financiers, mais je pense que peut-être on va un peu vite lorsqu'on aborde déjà le côté réinsertion de ces personnes, parce qu'on a suivi tous les cas qui étaient ici. Certains étaient à la phase de je veux guérir, c'est-à-dire que je vais à l'hôpital dans l'espoir qu'un médecin finalement arrive à me faire retrouver la vue complètement. Tout à l'heure, Dr Tapa a évoqué la question de la réversibilité qu'il faut se poser. Et quand on se pose cette question-là, c'est parce qu'à un moment donné, pour poursuivre, pour évoluer avec sa vie, il faut qu'il y ait, lorsque il est établi que c'est un problème qui ne peut pas être réversible, il faut à partir de ce moment qu'il y ait acceptation par le patient et qu'il entre plutôt dans une démarche où il va chercher à s'adapter à ce changement-là, à reconstruire sa vie, à avancer avec sa vie. Mais je tenais, si vous me permettez, de dire une chose, parce que le médecin a si bien fait de noter que les yeux, la vue, c'est un des éléments qui nous permet de nous approprier l'environnement. Et quand on parle d'appropriation de l'environnement, il faut se rendre compte que c'est dans les échanges qu'on a avec notre environnement, c'est dans le mouvement vers l'extérieur qu'on arrive à appréhender, à développer des connaissances et donc notre intelligence également. L'intelligence chez ces personnes, oui, ça ne pose pas problème, ils sont intelligents comme tout le reste, mais ils ont une difficulté. La difficulté, c'est que, surtout pour des personnes qui sont nées avec la déficience, c'est qu'on va leur parler des choses qu'elles n'ont jamais vues et elles ne vont pas se construire ce qu'on appelle une image mentale des choses. Donc, on a suivi dans le reportage une grand-mère dire comment à l'école on dit son petit-fils est parfait. Parfait. Souvent, ces enfants, je parle là des enfants qui sont nés comme ça, vont donner l'impression que sur le plan verbal, intellectuel, c'est très bien, c'est parfait. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un déficit visuel et ils vont surinvestir l'aspect auditif, tactile. Au niveau auditif, tout ce qu'ils vont écouter, ils vont avoir tendance à le redire, même quand ils ne comprennent pas la signification réelle de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Souvent, quand c'est le cas de l'enfant, dans tout ce qu'il va dire, il y a des choses qu'il dit, mais dont il n'a pas vraiment la représentation ou l'accès au sens réel de la chose. Voilà. Donc,
c'est ce que je voulais ajouter à ce niveau sur le plan. D'accord. Oui, je voudrais quand même compléter à côté de ce que vient de dire mon copanéliste de droite, pour dire que c'est vrai, la représentation mentale n'est pas faite au même titre que ceux qui ont vu, mais je crois qu'il est question de surpasser la représentation mentale pour savoir que fait-on des autres représentations. Parce que même l'adulte, quelqu'un qui perd la vue à partir de 15 ans, qui a su ce que c'est que la voiture, mais il ne saura jamais ce que c'est que la Tour Eiffel, s'il n'avait peut-être pas vu l'image de la Tour Eiffel dans une télévision ou sur une photo. Je crois que c'est vrai, c'est bien vrai, mais ils ont leur part de représentation mentale de ce que c'est que la voiture. Ils ont leur part de représentation mentale de ce que c'est que sa maman ou son papa. L'idéal maintenant, je me plie vers Antoine de Saint-Exupéry qui dit dans Terre des hommes, on ne voit mieux qu'avec le cœur. L'idéal maintenant serait plus de voir avec le cœur que de voir avec le... Parce que après tout, des personnes souffriraient, chacun pourrait souffrir d'une défaillance ou d'une déficience quelque part. Nous prenons l'exemple de nos frères et sœurs sourds-muets qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. Vous voyez, ils n'ont pas justement cette représentation mentale de la musique, par exemple. Vous chantez, vous dansez, vous jouez autour, ils vous regardent danser et ils bougent aussi au corps, le corps au rythme de ce que... Vous arrêtez la musique, peut-être parfois, on arrête la musique, même ils continuent de danser. Pourquoi? Parce que sa représentation est focalisée sur votre façon de danser. Le non-voyant également, qui est né non-voyant, de celui qui est né non-voyant, il dansera aussi à sa façon. L'idéal, c'est qu'il exprime sa joie dans la musique. Est-ce qu'il exprime sa joie dans la musique? Oui. Est-ce que vous qui dansez même bien, vous ressentez la même joie que lui? Parfois, non. Et justement, donc l'essentiel, comme le frère l'a dit, n'est pas la représentation mentale, mais le que fait-on des autres représentations que chacun se fait du monde pour une meilleure transformation et une meilleure cohésion. D'accord. Juste un mot sur ce que Romain vient de développer si brillamment, c'est que sur le plan psychomoteur, il y a une compensation interorganes. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas, les autres organes se développent de façon à pouvoir combler dans une certaine mesure le déficit. Et quand on parle de l'intelligence chez les déficients, que ce soit visuel ou bien auditif, c'est une réalité. C'est des gens hyper intelligents. C'est-à-dire quand vous avez l'habitude de suivre dans le cadre, parce qu'ils font partie des malades chroniques, comme on peut dire, ils portent cette pathologie pour beaucoup de temps, ils sont des enfants super intelligents. Et vous voyez le cas avec les drépanocytaires, par exemple, vous voyez le cas avec les asthmatiques. Essayez de voir dans la chronicité, vous allez voir que c'est des gens hyper intelligents, pour une raison ou pour une autre, mais il y a une compensation interorgane qui fait que soit l'audition va se développer de façon exceptionnelle, et lui permettre de faire ce que toi-même qui a la vue et l'audition ne peut pas faire. Donc il y a cette compensation interorgane en cas d'handicap, de déficit, qui permet que ces gars excellent d'une certaine manière et développent des sens qui sont compensatoires. Vous gardez la parole, puisque toutes ces personnes sont venues sur ce plateau pour chercher à connaître ou alors à découvrir des pistes de solutions pour leurs différentes pathologies. Et qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon spécifique en ce moment? On pourrait se dire, OK, il faut une structure de prise en charge qui veille à ce genre de personnes dans la société et qui trouve des solutions appropriées. Malheureusement, il ne faut pas se voiler les yeux, ça n'existe pas. Ou alors ça existe, mais ça ne joue pas son rôle. Il faut qu'on apprenne à se regarder dans les yeux et de dire les choses comme elles se présentent. De l'autre côté, si on avait une assurance, comme ça se voit ailleurs, on pourrait se dire, peut-être l'assurance santé va permettre de prendre en charge ces handicapés ou pas. C'est encore un rêve. Et la réalité, c'est qu'ils sont là, ils ont besoin, voilà, et ils ont besoin d'aide, et il faut que l'aide soit palpable. Il reste qu'un recours, c'est nous les autres. C'est-à-dire que chacun doit mettre sa main à la pâte. Je l'ai toujours dit ici, la solidarité n'a pas besoin d'être... C'est une partie de notre vie, ça doit rentrer dans notre style de vie. On doit trouver les mécanismes de compensation qui nous permettent d'aider ceux qui n'en ont pas, de tirer ceux qui sont dans le besoin, quelles que soient les circonstances. Vous vous rendez compte que parfois les problèmes gros qui nous dépassent, c'est juste parce que personne n'y met la main.
Moi, j'ai souvent évoqué des cas où on dit, OK, on cotise 100 francs pour cet enfant qui a besoin d'1 million pour se soigner. Vous allez voir que si chacun met la main dans la pâte, on se retrouve avec 10 millions comme un jeu. Parce que tout le monde, l'union fait la force. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas à concevoir cette sens de solidarité comme on le présente. Il faut comprendre que, autre chose, les biens que nous avons ne nous servent à rien si on ne les utilise pas. Et l'une des valorisations du bien, c'est aider les autres, le cagan et le sourire. Donc ces gens ont besoin de nous et tout ce qu'on peut demander aux uns aux autres, c'est d'être compassionnels et de mettre leurs mains à la pâte pour leur permettre de sortir de cette situation. Les gens, les Camerounais ont développé ces dernières années ce sens de solidarité, mais il faut qu'on le renforce de plus en plus et qu'on le matérialise dans les conditions comme celle-ci. Maintenant, de l'autre côté, on ne va pas épargner la responsabilité publique, parce que l'État, c'est son travail premier, protéger les biens et les personnes. Il y a un problème, il faut qu'on crée une... Il y a des structures d'accueil qu'on fait aujourd'hui pour les malvoyants. C'est encore nonchalant chez nous, c'est encore très utopique. Et ça relève même d'une sélection spectaculaire. Il faut qu'on les rende effectives et qu'on structure de façon à ce que, en cas de besoin, les gens sachent qu'on va se retourner vers tel centre pour être suivi. Et c'est ça le message. Alors, docteur Akono Somo Joël Alex, on comprend bien qu'il faut partir de quelque part, c'est-à-dire déjà un bon diagnostic qui permettra une bonne prise en charge aussi. Oui, il faudrait un bon diagnostic généralement chez ces patients, parce que si le diagnostic n'est pas adéquat, la prise en charge également ne sera pas bonne. Ça, c'est une certitude. Et n'oublions pas que le Cameroun possède également un grand centre de référence en ophtalmologie qui est très peu connu de la population. Il se retourne beaucoup plus vers les centres et on devrait plus mettre en exergue ce centre qui puisse prendre en charge des pathologies oculaires de certaines personnes et réduire les coûts, voire instaurer cette assurance santé universelle qui permettra à certaines personnes de se rapprocher des meilleurs spécialistes pour qu'ils puissent être pris en charge de façon rapide et adéquate, surtout chez les enfants. Comme nous avons eu par exemple le cas du jeune garçon de 4 ans, parce que parmi les cas que nous avons eu ce soir, il y en a qui sont réversibles et ceux qui peut-être ne le seront pas. Mais il ne faudra pas justement dire uniquement à ces personnes que votre cas n'est pas réversible. Leur faire comprendre que malgré leur handicap, ils possèdent d'autres sens qu'ils pourront développer afin qu'ils s'insèrent dans la société de façon adéquate. Et ceci grâce à l'appui de la famille, des proches, qui devront non pas les marginaliser, mais leur montrer qu'ils ont une place dans la société, afin qu'ils puissent être indépendants et s'épanouir malgré leur handicap également. D'accord, donc il y a des cas qu'on peut résoudre et d'autres qu'on ne peut pas résoudre, mais maintenant avec d'autres pistes de solutions, c'est-à-dire la réinsertion, forcément, comme on le dit, il faut trouver un moyen en Romain. Oui, il faut trouver un moyen pour la réinsertion. Si la situation est réversible, nous le leur souhaitons de tout cœur, mais à partir du moment où elle n'est pas réversible, elle n'est pas non plus mortelle. Lorsqu'elle n'est pas réversible, ça veut dire qu'elle est compensable. Et comment est-ce qu'elle est donc compensable? Je veux me risquer à aller au cas par cas. Le cas de l'enfant de 4 ans, si l'école qui est à Ezeka est une école inclusive ou une école spéciale, une école spécialisée, ce serait bien. Au cas où ce n'est pas une école, parce que la grand-mère dit que l'enfant retient en classe, mais n'écrit pas encore. Ça stipule que l'enfant n'a pas encore acquis le matériel adapté, le matériel pour écrire, l'écriture braille. Au cas où cela n'est donc pas possible, qu'il puisse référer l'enfant soit au CEJAR de Yaoundé à Ekié, soit au Rehabilitation Institute of the Blind de Boya, soit encore au CAJAP de Bafang ou bien au CISPAM de Yaoundé de Bafsam, parce que c'est des structures qui évoluent à vocation internat, c'est-à-dire l'enfant peut y être placé. Là, il va apprendre le braille et toutes les autres facultés vont se développer. Est-ce qu'on va aller de façon spontanée et on se présente directement il faudrait au premier pas se rendre dans un centre social. Le centre social qui est présent dans presque tous les quartiers de Douala. Le centre social qui est l'unité, je veux dire l'unité de base du ministère des Affaires sociales, l'unité technique opérationnelle du ministère des Affaires sociales, aura pour fonction, premièrement, accompagner psychologiquement la maman, la famille et l'enfant. Deuxièmement, lui établir une carte d'invalidité. Et troisièmement, établir, monter un dossier
de placement institutionnel pour que l'enfant soit pris en charge dans ces différentes institutions. À côté de cela, puisque en dehors du Rehabilitation Institute of the Blind de Buea, qui est un établissement public, qu'on peut déjà s'en féliciter, parce que dans beaucoup d'autres pays, on ne trouve même pas un établissement public à cet effet. Beaucoup d'autres structures, disais-je, sont des structures privées et qui sont un peu coûteuses. D'où donc, j'adosse ma voix à celle du docteur pour continuer à implorer la compréhension des téléspectateurs pour agiter leur solidarité, que ce soit davantage pratique et comme d'habitude. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la décentralisation. À l'heure de la décentralisation, les compétences de l'État ont été dédiées aux différentes collectivités territoriales décentralisées. Donc, à travers le centre social, justement, les mairies vont être sollicitées pour apporter un appui à ce que notre solidarité agissante aurait déjà... Ça, c'est à long terme, bien entendu. Bon, à long terme, mais à coup... Bon, c'est à coup terme, il faut connaître, il faut avoir des bons... Il faut être à bon terme avec Anjo Romain pour... Non, pas du tout. Non, les centres sociaux, je ne suis que l'humble serviteur au centre social Douala 5e. Il y en a bien plein d'endroits là. Le cas du garçon qui a perdu la vue lorsqu'il rentrait de son entreprise, de son travail, je pense que si... la réhabilitation, il doit bénéficier d'une séance de réhabilitation pour compter l'argent à l'aide de ses doigts, pour savoir manipuler la canne blanche et monter son projet, passer par le centre social pour le soumettre dans une mairie, notamment la mairie de Douala 3e, qui pourra financer pour une insertion socio-professionnelle. Cela n'exclut pas, je le dis bien, comme l'avait dit, c'est à moyen terme, cela n'exclut pas les coups de cœur que nos différents téléspectateurs pourront apporter parce qu'une seule main ne peut jamais ficeler un bon paquet. Merci. Merci à vous, Anjo Romain. Merci d'être venu sur ce plateau également. Alors, en une minute, sur le plan psychologique, c'est bon? On peut compter sur vous également? Oui, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de situations qu'il faut prendre en charge d'un point de vue psychologique. Je vais parler de deuil, mais il y a la question liée au stress, au traumatisme psychologique, parce que certains en parlent, vraiment, on voit que les conditions, les circonstances dans lesquelles c'est arrivé ont été traumatiques. Merci. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci également à tous ces cas qui ont été présentés. Et on espère bien, comme d'habitude, les hommes sensibles vont faire le geste qu'il faut pour accompagner tous ces jeunes dans la prise en charge, en tout cas, de leur pathologie. Nous allons passer à une autre phase de ce programme et en vous proposant quelques cas qui ont déjà été présentés sur ce plateau. Et avant ça, nous allons accueillir Irène Tembe. Le cas de l'enfant vraiment avec le cœur maternel vraiment que moi-même j'ai tellement eu mal au point où je les ai demandé le logement là où vous avez vu on a filmé là, c'est mon chantier. J'étais obligée de les recaser là-bas en attendant peut-être que le Seigneur opère un miracle pour qu'ils puissent avoir là où partir. Même comme la dalle souhaite là, mais je prie aux hommes de bonne foi, de bonne volonté, de les aider. C'est avec les retombées de la vente du maïs et des arachides que cette petite famille se nourrit. Les pères font seulement, ils partent faire un peu le job au sanctuaire comme ça là, ils viennent. Moi-même, avec la maladie, tout, je fais un peu les arachides. Je ne peux pas vendre ça. L'enfant qu'elle traîne au quotidien et partout souffre d'une pathologie dont elle ignore le nom. Sa conception et beaucoup plus sa naissance n'ont pas respecté les critères connus. Quand j'étais enceinte, je suis allée à l'hôpital. Mais c'est comme les hôpitaux de village, il n'y avait pas les médecins. C'est les gens de l'hôpital que tu viens seulement, on regarde seulement le ventre, comment le bébé bouge. Quelque temps là, mon ventre a commencé seulement à descendre en bas. Le temps que j'étais enceinte, c'était en bas. Je marchais seulement comme ça. À 8 mois. Un jour comme ça, je suis à la maison. Je vois seulement l'eau descend seulement en bas de moi. Jusqu'à que je suis allée donc à l'hôpital.
Surtout, toujours dans les petits hôpitaux de village. Là. Les médecins qui sont dans l'hôpital, là, qui viennent me regarder. Il est venu. Et voilà donc le cas de cet enfant qui est passé déjà sur ce plateau, que le parent appelait enfant serpent. Hélène Tembe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Et voilà. Quelle est la situation déjà des premiers cas que nous avons reçus ce soir? Il y a eu des contributions. Tout à fait. Nous avons perçu des contributions tout au long de l'émission et nous tenons déjà à dire merci à ces chers bienfaiteurs qui ont bien voulu mettre la machine de la solidarité en marche, qui ont franchement, je dis merci. Le grand total est de 323 200 francs CFA. Voilà le total que nous avons perçu ce soir et c'est dispatché en 5 cas. Nous avons le cas de Albert Patrick Legrand. Les différentes contributions perçues sont les suivantes. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000 francs. Zoem Koucho, 2 000 francs. Anonyme depuis Yaoundé, 3 000 francs. Famille Ténonguet Derrick depuis Yaoundé, 2 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Marie, 9 700. Janvier Gwanza, 2 500. Rosine Ebessambou, 10 000 francs. Lydie Koutsine, 2500. Tchafak Eric de Yassa, 5000 francs. Nganoga Anne-France Marie, 1000 francs. Michel Choupé, 1000 francs. Bienfaitrice de Malanguet, 3000. Santé et sport, 1000 francs. B, 2000. Famine Japa Angodi Bakoko, 1000 francs. Lisette, 500. Tayo Peggy, 1500. Kiepo Faustin de Fongati, à Bafang, 2000 francs. Sandrine Folefar de Bepanda, 1000 francs. Léopold Fomé, 1000 francs. Papa Emma et Maman Adeline Abangwa, 2000 francs. Emmanuel Tanifoum, 1000 francs. Pamela Fombe, 5000. Une famille à Makepe, 5000. Cercle des Amis Solidaires, 5000 francs. Nous avons pour le compte de Albert Patrick Legrand, 90 700 francs CFA. À la suite des contributions d'Albert Legrand, nous avons également le cas de Maurice, le doctorant. Les différentes contributions perçues sont les suivantes. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000. Bienfaiteur de PK 14, 4 000 francs. Zoane Koucho, 2 000 francs. Kwekem Raoul Sylvain, 2 000 francs. Anonyme depuis Yaoundé, 3 000 francs. Famille Ténongué Derrick depuis Yaoundé, 2 000 francs. Une chrétienne, 4 000. Gabriel, 1 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Janvier Ngwanza, 2 500. Rosine Ebessambou, 1 000 francs. Lydie Koutsine, 2500. Famille Ténonguet Derrick depuis Yaoundé, 2000 francs. Santé et sport, 1000 francs. Tayo Peggy, 1500. Papa Emma et Maman Adeline Abangwa, 2000 francs. Pour le cas de Maurice, nous avons un montant de 60 500 francs CFA. À la suite de Maurice, nous avons également les contributions de bébé Adrien. Les différentes contributions perçues sont les suivantes. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000. Le solitaire, 5 000 francs. Goumela Ignace, 500 francs. Une famille anonyme à Yaoundé, 10 000 francs. Anonyme depuis Yaoundé, 3 000 francs. Famille Ténongué Derrick depuis Yaoundé, 2 000 francs. Une fille chrétienne, 1 000 francs. Gabriel, 1 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Janvier Gwanza, 2 500. Rosine Ebessambou, 1000 francs. Famille Apa à Konsamba Saint-Clair, 2000 francs. Bapa Samuel Désiré à Edeya à Lucam, 15 000 francs. Famille Ngasse-Pierre, 2000 francs. Bienfaiteur, 500. Lydie Koutsine, 2500. Kanke Richard, 2500. Santé et sport, 1000 francs. Lisette, 500. Tayo Peggy, 1500. Dieudonné et Souma à Lokpom, 1000 francs. Papa Emma et Maman Adeline à Bangwa, 2000 francs. Nous avons un montant de 86 500 francs CFA. À la suite des contributions de bébé Adrien, nous avons également le cas de Essomé Raphaël. Les différentes contributions sont les suivantes. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000. Philippe Bala Belinga, 1000 francs. Anonyme depuis Yaoundé, 3 000. Gabriel, 1000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Janvier Gwanza, 2 500. Rosine Ebessambou, 1000 francs. Ores Landry Yebjo, 5 000 francs. Lydie Koutsine, 2 500. Kanke Richard, 2500. Famille Ténongué Derrick depuis Yaoundé, 2000. Santé et sport, 1000 francs. Tayo Peggy, 1500. Papa Emma et Maman Adeline Abangwa, 2000 francs. Nous avons un montant de 55 000 francs CFA. À la suite, nous avons également les contributions de la jeune fille. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000. Santé et sport, 1000 francs. Aïssi Ngamougou, 500 francs. Tayo Peggy, 1000 francs.
Jospen Kemene Chouata, 1000 francs. Papa Emma et Maman Adelina Bangwa, 2000 francs. Ce qui nous donne un montant de 30 500 francs CFA. Nous ne serions sortis de cette émission sans donner le montant total des contributions perçues pour le cas de bébé Bonaventure, qui s'élève à 841 250 francs CFA. Nous reviendrons la semaine prochaine pour la lecture des contributions. Merci à vous, Irène. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Madame, Messieurs, bonsoir. C'était cette autre édition sur Equinox Télévision. Bonsoir.